C'était un saint. C'était aussi un alcoolique, un gros buveur, un coureur de jupons, un très bel homme. Il était charmant. Je crois que je n'aurais pas résisté s'il m'avait fait des avances. Mais il nous a sauvés. C'est d'abord et avant tout notre sauveur. C'était un bon vivant, profiteur et parieur, buveur et don Juan. Pour les Allemands, Oskar Schindler était un agent loyal des services de renseignement militaire. Mais ce même homme a soustrait des Juifs des griffes des nazis. Sous le Troisième Reich, il a réalisé de bonnes affaires et s'est considérablement enrichi. En Tchécoslovaquie et en Pologne, il a servi dans la Wehrmacht en tant qu'espion. Son usine de munitions a soutenu l'effort de guerre nazi. Pourtant, en faisant ériger son propre camp de concentration, Oskar Schindler a été le seul Allemand dans l'histoire de la guerre à sauver plus d'1 millier de Juifs des camps d'extermination, et ce, au péril de sa vie. Voici la véritable histoire de cette énigme vivante qu'était Oskar Schindler. « 1er septembre 1939. Devant le Reichstag enthousiaste, Adolf Hitler annonce l'invasion de la Pologne. La nuit précédente, lors d'une série de faux incidents, une station radio frontalière a soi-disant été attaquée par des soldats polonais. En réalité, les assaillants sont des soldats allemands portant des uniformes de l'armée polonaise fournis par un agent de l'Abwehr allemande, Oskar Schindler. Une semaine plus tard, les Allemands triomphants paradent à travers Cracovie, qu'ils nomment « capitale des territoires polonais occupés ». Dans cette ville qui abrite l'une des communautés juives les mieux établies d'Europe, l'impact des nouveaux dirigeants se fait rapidement sentir. Des synagogues rassemblant des fidèles depuis le XIVe siècle sont fermées et utilisées uniquement pour filmer des images de propagande. Des lois sont promulguées. Elles affectent l'ensemble de la population, mais sont particulièrement dures à l'égard des Juifs. Chaque aspect de leur vie est contrôlé. Ils sont expulsés de leur maison, raflés et regroupés. Ils n'ont plus aucun droit à un châtiment arbitraire et instantané. Je me souviens, j'étais très malheureuse les premières semaines. C'était pendant les vacances juives. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais avec ma mère dans une petite synagogue. Il y avait plein de gens bizarres autour de nous. Et progressivement, ils nous ont réduits à néant. Comment s'y sont-ils pris? De façon très systématique. Ils employaient toutes sortes de subterfuges. Tout d'abord, ils faisaient ce qu'on appelait les actions. De temps en temps, ils réduisaient le nombre de personnes vivant dans le ghetto simplement en faisant une sélection. Lui, il reste, lui, il part. Mon père, ma mère, ma petite sœur et mon petit frère, les Allemands les ont mis dans une zone au milieu de la ville. Ils ont demandé aux hommes d'aller d'un côté et aux femmes et aux enfants de l'autre. Les gens savaient que les hommes allaient être envoyés dans un camp de travail. Mon père a décidé qu'il ne laisserait pas ma mère, mon frère
et ma sœur. Et il est passé de l'autre côté. Mon père et ma mère tenaient chacun un des petits par la main et ils les ont tués sur le champ. Je le sais parce que quelques jours plus tard, des gens qui connaissaient mon père et ma mère sont arrivés au camp et ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Ils pleuraient. Ils avaient l'impression d'avoir abandonné leurs enfants. Ils considéraient mon père comme un résistant, un héros. Ce qui est fou, c'est que nous qui étions innocents, on se sentait coupables de ce que nous faisaient ces assassins. Selon les plans de l'Allemagne nazie, un jour, Cracovie, puis la Pologne, puis l'Europe entière ne compteront plus un seul juif. En attendant, la main-d'œuvre juive peut être exploitée. Les juifs sans permis de travail sont raflés. Le travail offre au moins une chance de vivre. Je marchais dans la rue quand tout à coup j'ai été arrêté par quelques SS qui sautaient d'un camion et qui raflaient les gens. Avant même de comprendre ce qui nous arrivait, on s'est retrouvés sur la route. On ne savait pas exactement où on allait. Et c'est comme ça qu'on a atterri à l'usine Emalia. Et là, Schindler est arrivé dans la cour où les SS nous avaient alignés pour l'inspection. Il nous a regardés et il m'a fait sortir du groupe. Il a dit aux gardes SS qu'il ne voulait pas d'enfants. Il l'a dit en allemand. Les SS lui ont répondu « Quand on vous amène des gens, vous les gardez. » Puis ils sont repartis et il a gardé tous ceux qu'on lui avait amenés. La Deutsche Emalwarenfabrik d'Oskar Schindler, surnommée Emalia par ses ouvriers juifs. Cette usine en faillite, qu'il reprend en décembre 1939, produit des ustensiles de cuisine en émail. Dans un premier temps, elle lui sert de couverture pour ses activités d'espionnage. Rien ne prédestine Oskar Schindler, 31 ans, à endosser le rôle de héros. Il est originaire de la petite ville industrielle de Svitov, dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie. Élevé dans une famille catholique, il côtoie des enfants juifs à l'école et a pour voisin de palier un rabbin et ses 2 fils. Le jeune Oskar est un garçon sociable, peu doué pour les études. Il apprécie déjà être au centre de l'attention. Adolescent, il se passionne pour les voitures et les motos, poussé dans cette voie par son père. En 1928, il épouse Émilie, jeune fille très pieuse venant d'un village voisin. Employé comme vendeur dans les années 1930, il devient espion pour le compte des nazis. Les Tchèques l'arrêtent en août 1938, mais il est relâché après l'annexion des Sudètes par Hitler. Devenu membre du Parti national-socialiste, il reprend sa vie d'agent secret séducteur. C'était un homme qui aimait la vie, un bon vivant. Il aimait toutes les femmes. On peut lutter contre une rivale, mais pas contre des dizaines ou des centaines. Il valait mieux suivre le courant, pas vrai? Mais ça ne me dérangeait absolument pas. On ne change pas un homme comme ça. Ça n'a pas de sens de se battre contre ce genre de personnes. Je ne me suis jamais battue contre quiconque. Il aimait les femmes. Il aimait la compagnie. Il aimait, comment dire, faire bosser les autres. Il aimait bien que les autres travaillent pendant que lui se la coulait douce. Il était très narcissique, pourrait-on dire. Par exemple, il se mettait des tonnes de parfums. Quand il se rendait au Monopole à Cracovie, l'agence gouvernementale chargée du monopole sur la vente de liqueurs, de tabac, etc., quand il allait là-bas, tout le monde savait que M. Schindler était là, parce qu'on sentait son parfum dans tout le couloir. Oskar aimait qu'on fasse attention à lui. Il aimait être le centre de l'attention.
Il était impulsif, mais pas au sens négatif du terme. Il disait « Allez, on y va, on le fait ». Une fois, on était à Berlin, on se promenait dans les rues et il y avait un magasin qui vendait des voitures. On a regardé derrière la vitrine, il y avait une voiture magnifique, une Porsche bleu ciel. Il m'a demandé « Je l'achète ?» Je lui ai dit « Vas-y, achète-la ». Ça m'a fait rire. Mais il ne plaisantait pas. Il est allé voir les gens de l'Abwehr, ils lui ont donné de l'argent et il a acheté la voiture. Dans la Pologne occupée, en période de pénurie, cet entrepreneur allemand avec sa voiture de sport de plus de 5 mètres de long ne peut manquer d'attirer l'attention. En écoulant jusqu'à 90% de sa production sur le marché noir, Oskar Schindler parvient à amasser une petite fortune. Mais il dépense également des sommes considérables. Ce que Schindler achetait au marché noir, des diamants, des manteaux de fourrure, de beaux tapis persans, des tableaux d'artistes célèbres. Tout ce qui avait de la valeur à l'époque, ou allait en prendre. Car c'était la seule façon d'obtenir ce qu'il voulait auprès de ces gens et de parvenir à ses fins. L'objectif d'Oskar Schindler est loin d'être clair. Chaque jour, ces ouvriers juifs se rendent du ghetto à son usine. Chaque jour, ils risquent d'être raflés. Lorsque certains de ses employés sont arrêtés, Schindler obtient leur libération en offrant des pots de vin aux SS. Sur la base des informations obtenues auprès des hauts dirigeants, il avertit son personnel des rafles imminentes. Fin 1942, les Allemands décident de liquider le ghetto. Dans ces champs aux abords de la ville, sur l'emplacement d'un cimetière juif situé rue de Jérusalem, un camp de travail forcé est érigé pour ces juifs censés être au service du Troisième Reich. L'ancien dépôt mortuaire est dynamité. Les prisonniers sont contraints de profaner les tombes de leurs ancêtres pour construire la route du camp, formée de pierres tombales. Baptisé Plaszow, ce camp de travaux forcés rassemblera 20 000 hommes, femmes et enfants juifs. Après la liquidation des ghettos de Lublin, le commandant Amon Goeth est envoyé à Cracovie pour diriger le nouveau camp et superviser la destruction de ce qui reste de la culture juive de Cracovie. Amon Goeth était en charge du camp avec ses SS. Les personnes âgées, les enfants et les malades étaient abattus sur le champ et amenés au camp de Plaszow dans des camions plateaux. J'étais chargé avec un groupe de garçons de décharger les gens qui avaient été exécutés. Une fois, on a demandé à un Allemand. Il y avait un jeune garçon qui n'était pas mort. On lui a demandé s'il pouvait lui donner le coup de grâce, le Gnadeschoss, Gnade signifiant miséricorde, pour qu'il ne soit pas enterré vivant. Il nous a dit « Jetez-le avec les autres. Ce serait à une schade, une honte, de gaspiller une balle pour ce sale juif. » On a dû verser de l'essence sur les corps et les brûler. Les films allemands montrent fièrement les unités de combat en action. Mais un homme se soucie de protéger ses employés de cette vague de violence. Le matin du 13 mars 1943, Schindler nous a dit de ne pas retourner au ghetto comme on le faisait habituellement, de rester à l'usine et de dormir là où on pouvait, parce qu'il y avait des problèmes dans le ghetto. Ils étaient en train de le liquider. Ils massacraient les gens et Schindler voulait nous protéger. Je suis resté à l'usine les 3 nuits qui ont suivi. On travaillait le jour ou la nuit et pendant ce temps-là, le ghetto était liquidé, ainsi que ma famille. Mes parents, mes 2 sœurs et mes 2 frères. Un de mes frères a été abattu alors qu'il essayait de changer de fil. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de ma famille. J'imagine qu'ils ont été envoyés à Auschwitz. Je ne les ai jamais revus.
En à peine 48 heures, plus de 2000 juifs du ghetto sont assassinés. Pour les survivants, commence une nouvelle vie derrière des barbelés. Ça faisait peur. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper, j'étais très triste. Des gens se suicidaient. Je me souviens que la mère d'un médecin qui était dans la même baraque que moi a avalé du poison. C'était le début. Un jour, ils sont venus et nous ont dit de donner tout ce qu'on possédait, notre argent, nos bijoux, ce genre de choses. On a fait un grand tas et tout a disparu. Depuis sa villa située dans l'enceinte du camp, le commandant Amon Goeth profite des petits luxes qui adoucissent la vie des fidèles partisans du Troisième Reich. L'été 1943 est torride. Le commandant s'est empressé de faire venir sa maîtresse allemande, Ruth. Comment cette jeune fille de 24 ans, aujourd'hui atteinte d'emphysème, a-t-elle vécu le fait d'être entourée par les derniers juifs de Cracovie, des plus jeunes aux plus âgés? Je n'ai jamais vu de personnes âgées ni d'enfants. J'ai juste vu, je me souviens, un après-midi, un gros camion est arrivé et il était plein d'enfants. Ils les ont emmenés quelque part. Et j'avais une amie là-bas, la femme de Monsieur Scherner. Je lui ai dit, regarde, ils emmènent les enfants quelque part. J'étais démoralisée. Ça me faisait mal au cœur de voir ça quelque part. Elle-même avait 2 enfants et elle m'a répondu, ben, ce sont des juifs. Pour satisfaire son intérêt pour la musique, Amon Goeth recrute des musiciens parmi les détenus. Les frères Hermann et Leo Rosner. On m'a donné un complet, un smoking et un costume de ville. Quand je jouais devant le commandant, je portais une de ces 3 tenues. Jamais ma tenue de prisonnier. Ça dépendait du type de fête. Il appelait la police. Il nous disait « Les frères Rosner, suivez-nous ». Goeth nous appelait la plupart du temps après les assassinats pour libérer sa conscience. Mais on ne restait pas longtemps. Par contre, pour les fêtes, on jouait très longtemps. L'entrepreneur Oskar Schindler participe très souvent aux fêtes du commandant. Usant de son charme, il captive son auditoire. Bien qu'étant réputé pour abriter des juifs, il se lie d'amitié avec l'homme qui a supervisé le massacre du ghetto, l'un des Allemands les plus redoutés de Cracovie. Amon Goeth a choisi 50 garçons, et j'en faisais partie, pour aller entretenir un jardin. Sur le chemin du retour, un des garçons s'est échappé. Quand on est arrivé au portail, ils nous ont comptés, et ils ont vu qu'on était seulement 49. Ils ne nous ont pas laissé entrer, et ils ont appelé Goeth. Goeth est arrivé avec quelques SS, et il s'est mis à hurler « Où est le 50e »
On a fait semblant de ne pas savoir. On ne pouvait pas lui dire qu'on l'avait vu s'échapper. Alors il en a pris un sur deux, 24 ou 25, celui à ma droite et celui à ma gauche. Et il les a abattus. Et il a dit, voilà ce qui arrive quand l'un de vous s'échappe. On s'est fait la promesse d'être responsable de nos amis. Comment peut-on sauver sa peau et mettre en danger 25 personnes, voire plus? Ce n'était pas un tueur brutal. Non, pas plus que les autres gens, les autres SS. Pas plus. Il ne faisait pas ça par plaisir. Ce n'était pas un tueur brutal. Il pensait ce que tous les SS pensaient des Juifs. C'est-à-dire? Qu'ils étaient là uniquement pour travailler. Il ne les tuait pas par plaisir. Ce n'était pas un camp où les gens... Un camp d'extermination, comme Auschwitz. Pourtant, on a déterré beaucoup de corps à Plaszow. Alors d'où venait-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a tué quelques Juifs, bien sûr. Un camp comme ça, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Je restais souvent à la cuisine avec mes domestiques et je leur disais toujours, si je pouvais, je vous dirais à toutes de rentrer chez vous. Mais je ne peux rien faire. Parmi les servantes se trouve une jeune juive, Elena Hirsch. C'était un sadique, dans un très joli corps. Je n'aurais jamais cru qu'un homme aussi beau puisse être habité par le diable. C'était un meurtrier assoiffé de sang. Une fois, très tôt le matin, Goethe m'a appelé. Bien sûr, je suis arrivée en courant. Il m'a montré sa manche. Il y avait une tache, peut-être à cause du plâtre sur les murs. Je ne sais pas comment elle était arrivée là, mais il y avait une toute petite tache. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, Paul Deck, le serviteur qui était chargé de préparer ses vêtements, ne l'a peut-être pas remarqué. Et là, il m'a giflé tellement fort que je suis devenue sourde. J'avais les oreilles qui tintaient et je lui ai dit, « Monsieur le commandant, on sonne à la porte. » Il m'a frappé une deuxième fois, tellement violemment que du sang a giclé de mon oreille. Bien sûr, il s'en moquait éperdument. Il m'a dit, « Sors de là, espèce de traînée. » Criminel yiddish. Vous viviez avec un homme qui détestait les Juifs. Il ne les détestait pas. Le terme est trop fort. Je vais tourner ça autrement. Vous avez dit vous-même... Vous pensez que Schindler appréciait les Juifs? Qu'il les aimait? Non. Non. Il était tel que je l'ai décrit. C'était un sympathique opportuniste. Il en avait besoin, donc il travaillait avec eux. Mais il ne les portait pas dans son cœur. Oskar Schindler passe donc pour un sympathique opportuniste. Mais ses fréquentes visites au camp lui permettent d'entrer en contact avec les prisonniers. Des prisonniers comme Elena, qui travaillent dans les cuisines. Une fois, Schindler est descendu.
Il était de bonne humeur. Il avait peut-être bu. Il a passé son bras autour de moi. Vous devez comprendre qu'à l'époque, un Allemand qui mettait son bras autour d'une Juive, c'était une Rassenschande, une honte raciale. J'étais terrifiée. Je me suis reculée, mais il m'a dit « N'aie pas peur. Ce geste et ce baiser sur ton front, ce n'est pas ce que tu crois. C'est un baiser amical et paternel. J'aimerais vraiment t'aider. » Il a continué à venir en bas. Un jour, il est sorti dans la cour avec moi. Il y avait des gens qui travaillaient en face. Ils tractaient des blocs de pierre. Tirer ces pierres, c'était comme labourer du sable. Et dès qu'ils étaient arrivés, on les envoyait en chercher d'autres. Schindler avait passé son bras autour de moi. Je ne pense pas que Goethe était dans la villa. Et il a dit, « Tu connais les épreuves qu'ont traversées les Hébreux quand ils travaillaient en Égypte ? Ici aussi, les Juifs travaillent. Mais souviens-toi, ils ont été sauvés. Ils sont sortis d'Égypte sains et saufs. Vous aussi, vous serez libérés de cet enfer. » C'est ce qu'il a dit. Il avait toujours un mot d'encouragement. Diriez-vous que Schindler était un bon nazi? On était tous de bons nazis. On ne pouvait pas faire autrement. On était obligés de croire à toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on aurait dû, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Rien. On ne pouvait rien faire contre ça. Début 1943, Oskar Schindler élabore un incroyable projet. Sur un terrain désaffecté derrière son usine, il décide de construire son propre camp de concentration pour accueillir 1 millier de Juifs. Ici, dans des baraquements en bois, il loge ses ouvriers et ceux des usines voisines. Tirant profit de son amitié avec le commandant SS Amon Goeth, il fait venir des détenus et les soustrait à la terreur arbitraire de Plaszow pour leur offrir la sécurité de l'usine Emalia, dans la rue Lipova. À Emalia, les conditions étaient totalement différentes de celles qui régnaient à Plaszow. Pour la première fois, on se sentait en sécurité. On savait que les punitions qu'on nous avait infligées là-bas, comme les 25 coups de fouet, ne nous seraient pas infligées ici. Ça ne s'est jamais produit. Quand les Allemands venaient à Emalia, Schindler se débrouillait pour nous faire passer le message. Si, par exemple, quelqu'un faisait cuire quelque chose, il fallait tout enlever du feu. Même quand Goethe venait, les portes et les volets restaient fermés. Les baraques où les gens travaillaient pour Schindler étaient fermées quand les Allemands venaient. Il leur disait « Ce sont les baraques de mon entreprise. » Et aucun soldat, aucun SS n'y est jamais entré. On mangeait, on avait du pain. C'était comme si on avait atterri sur une autre planète. Monsieur Schindler est venu au garage. Les gens m'ont dit « Oskar Schindler arrive, il est là ». Il m'a salué, il m'a même tendu la main. Je n'osais pas la serrer. Il m'a dit « N'aie pas peur. On m'a dit que tu étais un bon mécanicien. Tu vas te plaire ici. Ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais faim. » Quand il est parti, j'ai demandé à mes amis en polonais
c'est du bluff ou c'est la vérité? Ils m'ont dit, non, non, c'est vrai. Grâce au marché noir et à l'utilisation de la main-d'œuvre juive, le petit vendeur d'avant-guerre est devenu un homme d'affaires prospère, possédant une écurie privée. Le soir, il fait la fête en compagnie de SS et de ses contacts militaires. Déployant charme et diamants, il achète la sécurité de ces Juifs. L'arrangement reposait sur des paiements de notre part, pas sous forme d'argent, non. Sous forme de diamants. Il fallait toujours des petits cadeaux, des diamants et d'autres présents. C'est ça qu'il fallait donner, car l'argent n'avait pas de valeur. On devait payer avec des bijoux raffinés, pour que les Juifs puissent rester. Mon mari devait payer les SS pour tous ces gens. Mais Oskar Schindler lui-même n'est pas au-dessus de tout soupçon. Arrêté à 3 reprises par les SS, il passe près d'1 semaine derrière les barreaux. Accusé de délits minimes, mais également de fraude sur le marché noir, il encourt la peine de mort. Mais chaque fois, ses contacts dans le service de renseignement et le service d'inspection de l'armement obtiennent sa libération. On était protégés par l'Abwehr. De l'autre côté, il y avait le corps d'inspection de l'armement allemand qui lui permettait de garder les Juifs et de faire en sorte qu'ils ne soient pas envoyés à Auschwitz. On était aidés par les inspecteurs de l'armement allemand. Il fallait juste payer les SS pour qu'ils ne tuent pas les gens par méchanceté. Oskar Schindler est ici en mission pour l'Abwehr en Turquie. Il s'est rendu sur place à bord de sa propre voiture. Et après une entrevue avec l'ambassadeur allemand von Papen, il s'offre quelques jours de détente. Plus tard, la même année, il devient agent double. Budapest, capitale de la Hongrie, est encore relativement peu touchée par la guerre. Et une organisation de secours juive y opère. Oskar Schindler s'y rend depuis Cracovie, dissimulé dans un fourgon rempli de journaux, pour rencontrer un agent juif, Samuel Springmann. Dans un grand hôtel, l'Allemand donne à son homologue des détails sur le sort du ghetto de Cracovie et fournit comme preuve les instructions du commandant Goeth concernant les rafles de Juifs. Il rentre alors à Cracovie avec de l'argent destiné aux détenus de Plaszow. Fin 1943, sur le front russe, les Allemands sont contraints de battre en retraite. À l'ouest, les Alliés ont débarqué en Italie. À Cracovie, l'usine de Schindler célèbre son 4e anniversaire. Elle ne produit plus seulement des batteries de cuisine, mais également des munitions de guerre. Les forces de l'Axe reculant sur tous les fronts, la machine d'extermination nazie s'accélère dans une tentative frénétique de mettre en œuvre la solution finale. Dans toute l'Europe, des Juifs sont acheminés directement dans les chambres à gaz et les fours d'Auschwitz. Vers le milieu de l'année 1944, face à l'avancée russe en Pologne, les Allemands sont contraints de détruire les camps situés à proximité du front. Les industries au service de la guerre doivent être déplacées vers des territoires plus sûrs. Les ouvriers juifs vont être évacués. L'usine d'Oskar Schindler doit elle aussi être démantelée. En août 1944, Schindler a reçu l'ordre de réduire de 2/3 le nombre de détenus de son camp, qui comptait environ 1 millier de personnes, et de n'en garder qu'un tiers. Les gardes SS l'ont aidé à trier les 700 personnes qui devaient être envoyées à Cracovie, au camp de Plaszow. Alors qu'il passait devant les gens et faisait la sélection avec l'aide de Schindler, je me suis retrouvé dans ce qui me semblait être le mauvais groupe. Ceux qui allaient partir au lieu de rester à l'usine Emalia. Et là, je suis sorti de mon rang, j'ai couru vers Schindler et je lui ai dit ce qui signifie qu'il ne restait plus de charpentier à l'usine.
Oskar Schindler a pris cette information au sérieux. Il m'a pris par le bras et il m'a mis dans le groupe des 300 personnes. Et c'est comme ça que je suis resté dans le groupe des 300. Oskar Schindler a perdu 700 de ses employés. Quelques jours plus tard, les détenus sont rassemblés dans des wagons à bestiaux à Plaszow pour être acheminés vers le camp de la mort de Mauthausen. On les laisse enfermés dans des wagons sous un soleil brûlant. Oskar Schindler, qui rend visite à Amon Göth ce jour-là, s'en aperçoit. Il obtient l'autorisation qu'il soit nourri et au vu et au su du commandant, il fait arroser les wagons pour les refroidir. Pour le voyage, le garde SS accepte, moyennant un pot de vin, d'ouvrir les portes à chaque arrêt. En septembre, l'usine Emalia est fermée et les 300 survivants sont transférés à Plaszow, mais ils gardent espoir. De fait, les efforts intensifs d'Oskar Schindler finissent par porter leurs fruits. Jugé essentiel à l'effort de guerre, son usine va être délocalisée à Brunlitz, près de sa ville natale en Tchécoslovaquie. L'industriel peut faire transférer 1 millier d'ouvriers métallurgistes. À ce stade, ils ont dressé une liste des gens qui étaient censés rester et ceux qui partaient. L'idée était que toutes les femmes et la famille des femmes restent ensemble. Malheureusement, certains n'ont pas eu leur place, des hommes, mais aussi des femmes. La liste a été établie d'une drôle de façon. Tout le monde s'en est mêlé, que ce soit Schindler, M. Bankir, le policier juif et même l'ingénieur allemand qui travaillait pour Schindler. Il y a eu aussi des histoires de vengeance personnelle, ce qui fait que des gens qui avaient travaillé pour lui depuis le début, qui avaient donné le meilleur d'eux-mêmes, n'ont pas pu aller à Brunlitz et n'ont pas survécu. Cette liste, devenue célèbre, offre la vie à 1000 chanceux. Oskar Schindler, ayant perdu 700 ouvriers au mois d'août, il reste des places pour d'autres détenus du camp de Plaszow. Dans la mêlée pour se faire inscrire sur la liste, la corruption fleurit. Le prisonnier chargé de cette tâche est l'un des comptables du camp, Marcel Goldberg. Je lui ai dit, Marcel, pourrais-tu avoir la gentillesse de m'inscrire sur la liste? Il m'a répondu, est-ce que tu as des diamants, des dollars? Je lui ai dit, Marcel, je n'ai ni diamants ni dollars, mais on est amis depuis des années, depuis avant la guerre. Il m'a dit, je ne veux pas utiliser de mots vulgaires, mais il m'a dit, tu vas mourir ici, tu n'iras nulle part sans diamants. Ces diamants, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre qu'il les prenait. C'était pour lui. C'était son petit commerce personnel. Sur cette liste, j'ai vu mon nom, Pentireur Mojej, ma date de naissance, et comme métier, ils avaient indiqué taulier. Je peux vous l'assurer, je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais été métallo. Comme je vous l'ai dit, au camp, je construisais les baraquements, puis j'ai travaillé dans les cuisines. Si j'étais, ou si j'avais été un fanatique religieux à l'époque, j'aurais dit qu'un ange avait marqué mon nom. Elena Hirsch, la servante d'Amon Göth, offre secrètement 4000 zloty à Oskar Schindler pour figurer sur la liste. Ayant empoché l'argent, il obtient sa libération de façon fort peu conventionnelle. Schindler était resté chez Goethe et ils ont commencé à jouer aux cartes. Je ne sais pas à quel jeu ils jouaient. En tout cas, Schindler a dit « Celui qui gagne obtient... » Il était question de mon nom sur la liste. Goethe n'était pas d'accord. Il ne voulait pas que je sois sur la liste. Schindler a dit « Celui qui gagne obtient Lena sur sa liste. » Ils ont fait une partie, puis 2, puis 3. Schindler a gagné 14 000 zloty, une belle somme à l'époque. Il s'est tourné vers Goethe et lui a dit « Alors ?» Goethe a répliqué « Je ne te la laisserai pas. » Schindler lui a dit « Allez, sois fair-play. » Un autre industriel de Plaszow,
Julius Madrich, souhaite également que certains de ses ouvriers soient expédiés à Brunlitz. Oskar Schindler en accepte 60. Un jour, Madrich est venu. Il a dit qu'il pouvait envoyer certains d'entre nous à Brunlitz avec Schindler. Que si on voulait y aller avec notre famille, il s'en occuperait. Ce qu'il a fait. J'ai été un des plus chanceux. Ma femme et moi, on s'est retrouvés tous les deux à Brunlitz. À votre connaissance, qu'est-il arrivé à la majorité des ouvriers qui travaillaient pour Madrich et qui n'ont pas choisi de partir à Brunlitz? Ils sont allés dans différents camps. Certains ont été déportés à Dachau, d'autres à Mauthausen. Certains ont survécu, d'autres non, comme dans les autres camps. Au total, 1100 hommes, femmes et enfants, tous censés être des spécialistes de la fabrication de munitions, sont inscrits sur la liste pour Brunlitz. Le 15 octobre 1944, les 800 hommes quittent Plaschow à bord de wagons à bestiaux. Le lendemain, au lieu d'arriver à l'usine de Schindler, au sud-ouest, ils sont débarqués au camp de concentration de Gross-Rosen. Gross-Rosen était un vrai cauchemar. Quand on est arrivé, ils ont ouvert les portes du wagon à bestiaux. On est descendu. Il y avait des capots qui portaient des gants. Ils étaient très élégants. Ils nous ont regroupés sur ce qu'ils appelaient la place d'appel. Et sur cette place, la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est de nous déshabiller. On était en octobre, il faisait froid. On s'est tous déshabillés et ils nous ont conduits vers les douches. On était très inquiets au sujet de ces douches. On ne savait pas si ça allait être du gaz ou de l'eau. Quand l'eau s'est mise à couler, ça a été un grand soulagement. Ils nous ont tous entassés. On était quelques centaines. Dans un endroit prévu pour accueillir une trentaine, voire une quarantaine de personnes. On a dormi par terre, les jambes écartées, en s'emboîtant les uns dans les autres. Il n'y a que comme ça qu'on tenait tous dans le baraquement. Et c'est comme ça qu'on a dormi la première nuit, qu'on a dormi la deuxième nuit. Et le troisième jour, l'ange est arrivé. Oskar Schindler. Dès qu'on l'a vu, c'était comme si les portes du paradis s'étaient ouvertes. À cet instant-là, tout le monde s'est senti en sécurité. Si Schindler est là, il ne peut plus rien nous arriver. Et effectivement, quelques jours plus tard, on a été transporté à Brunlitz. Les récits diffèrent quant aux circonstances exactes de la libération des hommes. Oskar Schindler était-il présent ou non? Toujours est-il que 2 jours après l'arrivée du premier convoi constitué d'hommes à Brunlitz, ces 300 ouvrières quittent Plaschow à destination du nouveau camp. 12 heures plus tard, elles n'ont parcouru que 60 km et parviennent aux portes d'Auschwitz. Je me souviens être arrivé à Auschwitz de nuit. Ils ont ouvert les portes du train et ils ont dit « Tout le monde dehors ». Tout le monde est sorti. On s'est mis à marcher en silence et j'ai tout de suite remarqué les cheminées et le feu qui s'en échappait. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait un signe de tête à ma belle-sœur, la sœur de mon mari, pour les lui montrer. Ils nous ont menés de plus en plus près des cheminées, jusqu'à des sortes de baraques. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Ils nous ont dit de nous déshabiller entièrement, de poser nos affaires et d'entrer dans la salle de douche. On est resté là, on a attendu. Il n'y avait pas vraiment de douche. Ça a duré tellement longtemps que les gens qui travaillaient là-bas, les Juifs, étaient sûrs que le lendemain matin, ils allaient nous achever, nous mettre dans les chambres à gaz et nous brûler.
Le ciel était tout rouge autour de nous. L'odeur était différente. Mais on ne pouvait pas croire que ces choses se passaient réellement. Même quand les femmes slovaques, qui étaient à Auschwitz depuis le tout début, c'est-à-dire depuis 1940 environ, nous disaient « Vous n'allez pas survivre ». Quand on demandait si on pouvait garder telle ou telle affaire, « Pourquoi vous vous souciez de ça? Demain, vous ne serez plus là ». On n'était pas sûr de ce qui allait se passer par la suite. Mais on espérait que tout irait bien. C'est l'optimisme inébranlable des Juifs, je suppose. Le lendemain, quand ils nous ont fait sortir, le docteur Mengele est venu pour l'inspection. Je me souviens que les gens l'appelaient l'ange de la mort. On a subi notre première sélection à Auschwitz. Il demandait à des femmes qui étaient plus jeunes que je ne le suis aujourd'hui, « Quel âge as-tu, grand-mère » ou à des enfants qui étaient dans le groupe, « Tu as quel âge » Et bien sûr, ils ont mis les personnes âgées d'un côté et nous, ils nous ont poussés du bon côté. Ils nous ont emmenés à Birkenau, qui était une annexe d'Auschwitz, et on y est resté 3 semaines. Au cours de ces 3 semaines, je crois que j'ai dû me mettre toute nue à 3 reprises pour une sélection. À l'époque, j'étais très maigre et je ne savais pas quelle partie de mon corps mettre en avant pour paraître solide et en bonne santé. Dès le début, on a réalisé qu'à Auschwitz, tout nous poussait vers la mort et pas vers la vie. Il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de vitres aux fenêtres. L'eau, bien sûr, était glacée. On était au mois de novembre et on avait de la boue jusqu'à mi-mollet. On n'avait évidemment pas de chaussettes, pas de sous-vêtements. Les conditions sanitaires étaient absolument épouvantables. Il n'y avait pas de papier toilette, pas de serviettes hygiéniques pour les femmes. On a commencé à avoir très faim, car on n'avait presque rien à manger. Et le peu qu'on avait, on ne pouvait pas le manger, parce qu'on avait tous la dysenterie. Certaines personnes n'ont pas pu supporter. Elles n'étaient pas assez fortes psychologiquement pour faire face. Certaines voulaient se jeter sur les barrières électriques pour se suicider, même dans notre groupe. À l'époque, peut-être parce que j'étais plus jeune, j'étais plus forte. Un jour, je me souviens, quelqu'un est venu demander qui sait tricoter. J'ai dit « moi ». Ils m'ont donné des aiguilles. Évidemment, c'étaient des aiguilles improvisées. Elles me coupaient les doigts, mais je tricotais. Ils m'ont donné une sorte de fil et j'ai tricoté des gants pour quelqu'un. À chaque fois qu'ils faisaient l'appel, au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, tout le monde devait sortir et ils comptaient les gens. Mais moi, je n'avais pas besoin de sortir parce que j'étais celle qui fabriquait les gants. Vous voyez, il y avait des moments... On n'aurait jamais imaginé ce qui allait nous sauver, ce qui allait nous aider. On a vu les autres femmes, qui étaient encore plus mal en point que nous, parce qu'elles étaient à Auschwitz depuis plus longtemps. Il y a une expérience qui est restée gravée dans ma mémoire. Une fois, on m'a demandé, avec 1 ou 2 autres filles, d'apporter ce qu'ils appelaient les céréales, qui était censé être une sorte de crème, de porridge, mais qui n'était rien d'autre que de l'eau chaude. On revenait de la cuisine de notre baraquement quand on a vu surgir des ombres de femmes. Il était 4 heures du matin. Elles avaient le crâne rasé et elles portaient les vêtements en lambeaux d'Auschwitz. Elles ont plongé leur bol, qui servait aussi probablement à autre chose, dans nos céréales.
Et elles l'ont bu en chemin. Elles avaient tellement faim, elles ne contrôlaient plus leurs actions, ni leurs émotions, ni rien. Et on se disait, mon Dieu, est-ce qu'on va devenir comme ça? C'est une des expériences les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues. Un sentiment de désespoir total. On espérait que Schindler nous ferait sortir. Mais comment en avoir la certitude? À Auschwitz, les 300 femmes de Schindler attendent et espèrent. Mais à Cracovie, l'industriel a de nouveau été placé en garde à vue. Une équipe d'enquête nazie a arrêté le commandant Amon Goeth, soupçonné de participer au marché noir, et lui-même a impliqué son ami Oscar. Il faudra plusieurs jours aux relations de Schindler dans l'Abwehr et dans l'inspection des armements pour obtenir sa libération. Une fois libéré, Oskar Schindler concentre son attention sur ses ouvrières. Il s'arrange avec une amie tchèque pour qu'elle se rende à Auschwitz. Là-bas, elle rencontre un haut gradé avec lequel elle passe la nuit. Bientôt, les femmes juives d'Oskar Schindler sont prêtes à partir. Mais de nouveaux détenus sont arrivés à Auschwitz. Un désastre est survenu à Brunlitz. En l'absence de Schindler, tous les jeunes garçons ont été raflés, de même que leur père, et convoyés sous bonne garde vers le camp tristement célèbre où attendent leur mère. Mon fils m'a dit, « Papa, je suis désolé que tu doives mourir parce que je suis un enfant. » À Auschwitz, il a remarqué qu'il y avait du mouvement sous les trains. On voyait des jambes de femmes. Il a eu une intuition et il s'est mis à siffler. Notre signal. Ma sœur a entendu le signal. Elle a regardé à travers une fissure dans la paroi du train. C'était un train pour chevaux. Et elle a vu mon fils et son fils à elle. Tout à coup, elle s'est mise à crier. « Mansi, regarde, regarde, il y a nos enfants, il y a Richard, il y a Oleg. » Il y avait aussi un autre petit garçon qui s'appelait Eugen Genek Ginter. J'ai regardé à travers la fissure et j'ai vu mon fils. Je voulais lui parler, je voulais crier, siffler, faire savoir que j'étais là. Elle a commencé à tambouriner à la porte. L'Allemand a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui a dit « Écoutez, j'ai vu mon fils, c'est peut-être la dernière fois que je le vois. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » Il lui a dit « Ok, passez sous le train et faites semblant de faire vos besoins. » Je me suis glissée sous le train. Je l'ai appelé. Oleg, Oleg, Oleg. Et j'ai sifflé. Il m'a vu et je l'ai vu. Je lui ai demandé « Olouchou, est-ce que tu as faim ?» Il m'a dit « Non, Mamouchou. Regarde, j'ai des patates. » C'était une coïncidence assez extraordinaire d'être au même endroit, au même moment. Je me souviens, j'étais avec mon cousin et avec mon oncle. On avait des matricules qui se suivaient. Je me souviens même d'une fois où un garçon qui avait le même âge que moi criait tellement fort quand on l'a tatoué qu'ils ont dû barrer son tatouage parce que le tatoueur s'était trompé. Pour les ouvrières de Schindler, l'épreuve est terminée. C'est le seul convoi de prisonniers qui quittera Auschwitz de toute l'histoire de la guerre. Quand on est arrivé à Brunlitz, si je me souviens bien, c'était très tôt le matin. Il faisait froid et il faisait gris. Quand on est sorti des wagons à bestiaux, on était toutes sales. En plus, on était couvertes de peinture. Ils nous avaient couvertes de peinture avant notre départ d'Auschwitz, au cas où l'une de nous veuille s'échapper, pour pouvoir facilement la repérer. Donc on est arrivé,
On est descendu du train et on s'est rassemblés par groupe de 5, comme d'habitude. J'étais toujours avec les 5 mêmes femmes. Et une de mes amies a dit « Regarde les cheminées. On est venu là et ils vont nous gazer. » Elle s'appelait Margot. Je lui ai dit « Margot, à Auschwitz, ça aurait pu nous arriver. Là, on est chez Schindler. Je suis sûre qu'ils ne le feront pas. » Et ils nous ont fait longer le camp. Les grilles étaient ouvertes et on est entré. Schindler était là avec son petit chapeau tyrolien orné d'une plume. Il était entouré d'officiers SS, de gardiens et de gardiennes. Il nous a souri, il nous a salués, nous a dit « Vous êtes enfin là avec moi, ne vous inquiétez pas. » L'usine n'était pas encore terminée. Dans les dortoirs, on dormait par terre sur de la paille. Mais ça nous était égal, parce qu'on était avec lui. Et on savait qu'à compter de ce jour, sauf en cas d'événement imprévisible, on serait en sécurité. Car si c'était en son pouvoir, il prendrait soin de nous. Et Oskar Schindler tient parole. Grâce à des denrées achetées au marché noir, il convainc la Wehrmacht que son installation est essentielle à l'effort de guerre. Les films de propagande montrent des usines performantes comme Krups ou Farben, même quand les Allemands sont en train de perdre la guerre. Mais bien que Schindler paie lui aussi des salaires aux SS pour sa main-d'œuvre juive, son entreprise est loin d'être aussi efficace. On m'a assigné au département outillage. J'étais outilleur. Je ne savais absolument pas fabriquer des outils. Je travaillais sous les ordres d'un homme qui, lui, était spécialiste, et j'avais 3 assistants. Mais aucun d'eux ne s'y connaissait. De tous les outils qu'on fabriquait, on fabriquait des outils pour de grandes presses. Pas un seul ne fonctionnait. L'usine tournait 7 jours sur 7, mais il n'en est jamais rien sorti. On s'est toujours demandé comment c'était possible. Comment les autorités allemandes le laissaient faire? Qu'allait-il se passer si quelqu'un venait à l'usine et découvrait le poteau rose? J'ai découvert, bien après la guerre, que Schindler achetait sur le marché noir certains des produits qu'on était censé fabriquer, et il les remettait aux autorités allemandes comme si c'était des produits qui sortaient de son usine. Malgré les efforts d'Oskar Schindler, les Allemands sont en mauvaise posture. Face à l'avancée des troupes russes, ils continuent d'évacuer leur camp de la mort situé en Pologne. Le 29 janvier 1945, 2 gardes SS arrivent à l'usine de Schindler avec un convoi de wagons à bestiaux remplis de prisonniers du camp de Golechow, annexe d'Auschwitz. Les 2 soldats ont dit « On a un convoi de prisonniers venant du camp de Golechow. On voyage depuis 14 jours. L'usine où ils étaient censés aller ne veut pas les prendre. On ne peut pas continuer. On est à moitié gelé. Si vous ne les prenez pas, on ouvre les wagons, on les tue tous et on les laisse là. » Avec l'ingénieur Schöneborn, on a appelé mon mari à Cracovie. On lui a expliqué la situation et on leur a dit « On prend le convoi ». On a travaillé pendant des heures avec des pioches et des pelles. On a versé de l'eau chaude. Les wagons étaient complètement gelés. Quand on a enfin réussi à en ouvrir un, on s'est précipité pour évacuer les détenus qui étaient visiblement souffrants. Quand on les a soulevés, vous me passerez l'expression, je ne peux pas employer d'autres mots pour décrire ce que j'ai vu. Comme ils avaient la peau des fesses gelées, elle s'est arrachée. Et ils se sont mis à hurler. Quand on a vu comme ils souffraient, on a ralenti le rythme. Il fallait faire attention. Si on versait trop d'eau chaude, on les brûlait. Si on n'en versait pas assez, ça ne servait à rien. Pour la première fois de ma vie, j'étais incapable de dire si les gens que je voyais étaient des hommes ou des femmes. On ne pouvait pas distinguer les hommes des femmes.
car ils n'avaient que la peau sur les os. Leurs yeux brillaient, ils étaient gros comme ça. On aurait dit des momies. C'étaient les gens qui arrivaient de Goleshaw. Ils étaient malades. Ils n'avaient rien à manger. Ils étaient morts de faim, morts de froid. Et c'est dans cet état qu'ils sont arrivés à Brunlitz. Les survivants de Goleshaw ressemblaient à ces prisonniers filmés à Belsen. Aucun d'eux ne pesait plus de 35 kilos. Pour les morts, Oskar Schindler achète une concession dans le cimetière local. Ils sont enterrés selon la tradition juive. Les vivants sont nourris et soignés. Ils retrouvent un semblant de normalité. Peu avant la fin de la guerre, je me souviens de l'anniversaire de Schindler. Je crois que quelqu'un lui avait même préparé un gâteau. Et on a fêté son anniversaire dans l'enceinte de l'usine. On lui a chanté « Joyeux anniversaire » et il a prononcé un petit discours. Il était très doué pour ça, il faut reconnaître. Il a fait remarquer qu'on était en sécurité dans ce petit coin de la planète où il n'y avait pas de guerre, qu'on était protégés. Et il nous a fait observer une minute de silence en hommage à nos morts. Certains pourront dire que c'était très rusé de la part de Schindler d'organiser une telle cérémonie, que c'était un calcul de sa part pour sauver sa peau. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Je ne pourrais pas vous le dire. Je vous rapporte les faits. Quelle était sa motivation, ça, je ne sais pas. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender. Le dernier jour de la guerre est un moment que je n'oublierai jamais. Schindler a fait installer des haut-parleurs dans l'usine et a annoncé qu'on allait écouter le discours de victoire de Churchill. Il y avait peu de gens qui comprenaient l'anglais, mais l'atmosphère était électrique. On se tenait tous au garde à vous, et on a écouté ce discours dont la plupart d'entre nous ne comprenaient pas les paroles, mais dont ils percevaient le sens. J'avais pris des leçons d'anglais avant la guerre. J'ai compris certains passages. Et ça a été un moment très fort, parce qu'on a compris à cet instant-là qu'on ne risquait plus rien, qu'on avait survécu. On ne savait pas que si peu d'entre nous avaient survécu. Les morts et les morts vivants. Ceux qui ont survécu à plus d'une décennie de terreur. À mesure que les camps dévoilent leurs secrets honteux, le monde découvre l'atrocité des crimes commis par les Allemands au nom du national-socialisme. Mais tandis que ceux qui n'ont fait qu'obéir aux ordres sont arrêtés, les prisonniers juifs de Brunlitz étudient comment remettre leur geôlier Oskar Schindler aux mains des Américains pour le soustraire aux Russes qui risquent fort de l'exécuter sur le champ. Le docteur Hilfstein, un des personnages importants du camp, est venu me voir et m'a demandé de faire un travail très important. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit « Richard, tu as été choisi pour sauver la vie d'Oskar Schindler, le faire sortir du camp et l'amener aux Américains. Tu es d'accord ?» J'ai dit « Bien sûr que je suis d'accord, on lui est redevable. » À minuit passé d'1 minute, le 9 mai 1945,
un étrange convoi se joint aux troupes allemandes en fuite. La Horch, avec à son bord l'industriel, sa femme et sa maîtresse, est suivie par un camion et 2 remorques, transportant un groupe de jeunes juifs chargés de protéger et de répondre de leur ancien geôlier. Un rude voyage les attend. Je roulais à environ 80-90 km/h. Mais très vite, on est tombé sur une très grosse colonne de Waffen-SS et de soldats de la Wehrmacht. On était dans un bouchon. On est entré dans la Böhmerwald, la forêt de Bohême. La route était très pentue et je me suis beaucoup servi des freins. Et au bout de 50-60 km, je n'avais plus de frein. Vous imaginez un camion de 30 tonnes sans frein? J'ai placé 2 de mes amis sur les côtés et je leur ai donné un gros morceau de bois chacun pour les fois où je ne pouvais pas stopper le camion avec le frein moteur. Ils sautaient et plaçaient les cales sous les roues. C'était une situation dangereuse. Si j'avais eu un accident avec un camion militaire allemand, il m'aurait probablement collé une balle dans la tête. On a fait une centaine de kilomètres de plus et on a eu la surprise de voir sortir de la forêt 5 Cosaques russes. Je n'oublierai jamais cette scène. Des milliers d'Allemands, équipés d'armes lourdes, ont détalé comme des gamins, en criant « Les Russes arrivent !» Ils ont déguerpi. La deuxième chose dont je me souviens, c'est que le premier Cosaque était officier et qu'il s'est exprimé dans un allemand parfait. Il a dit en levant la main, ce qui voulait dire « N'ayez pas peur, camarades, continuez votre route ». À ce moment-là, j'ai donné ma veste à Oskar Schindler et je lui ai dit « Écoutez-moi, vous n'êtes plus mon directeur. Pour moi, vous êtes Oskar. » Je lui ai donné mon calot. Moi, j'étais rasé et lui ne l'était pas. Vous venez d'un camp de concentration, ne l'oubliez pas. Et la troisième chose dont je me souviens, c'est qu'un des Cosaques s'est approché de nous. Et avec son couteau, il a coupé le bracelet de la montre de Schindler, une montre en or. Il l'a rattrapé au vol et il s'est enfui avec. L'industriel allemand s'est fait passer pour un rescapé des camps de concentration. Et c'est ainsi que le petit groupe gagne la frontière suisse où cette photographie a été prise. Le camp d'Auschwitz a été libéré début 1945. Parmi les survivants filmés ici par les Russes, se trouvent les garçons arrivés en novembre 1944 de l'usine de Brunlitz, parmi lesquels Richard Horowitz. J'avais environ 5 ans quand l'Armée rouge a libéré Auschwitz. Je me rappelle très nettement un petit peloton de soldats qui nous a rassemblés, nous, les quelques enfants restants, et j'étais probablement un des plus jeunes. Ils nous ont rassemblés devant la potence, un élément marquant du paysage. Ensuite, on a marché sur un sentier étroit entre des barbelés. Il y avait un groupe d'enfants et de personnes âgées qui se trouvaient là, à cet instant-là. Par la suite, je ne savais pas où était ma famille. Je n'avais personne sur place à l'époque. Ma mère et ma sœur étaient dans un autre camp. Mon père était dans le camp de travail de Mauthausen. Donc, on m'a conduit dans un orphelinat de Cracovie. Richard retrouvera par la suite sa mère, partie de Brunlitz pour rejoindre Cracovie à la fin de la guerre.
C'est en regardant ce film d'actualité qu'elle a découvert que son garçon était encore en vie. En août 1946, Amon Goeth, totalement dénué de remords, est jugé à Cracovie. Il est pendu le 13 septembre pour crime de guerre. Quant à Oskar Schindler, il ne fait pas grand-chose après la guerre. En Allemagne, il a de grands projets, mais ne trouve pas d'emploi. En 1949, il reçoit de l'argent d'une association caritative juive américaine et décide d'émigrer en Argentine avec sa femme, sa maîtresse de l'époque et quelques-uns des juifs qu'il a sauvés. Mais là-bas, il ne réussit pas mieux. Il n'était plus l'homme qu'il était avant. Il avait perdu toute volonté. Il se laissait aller. Il avait perdu l'envie de se battre. Il voguait à la dérive. Il n'entreprenait plus rien. C'était ça le problème. Il vivait en espérant qu'il lui arrive quelque chose, comme le font certains Argentins. Pourquoi me soucier de demain? Aujourd'hui, je suis là. En 1958, Oskar Schindler abandonne sa femme et retourne en Allemagne. Il fonde une fabrique de ciment qui fait faillite. Puis en 1962, le vent tourne en sa faveur. Il se rend en Israël pour la première fois. Il y reçoit un accueil enthousiaste de la part de ces Juifs. Chacun d'entre nous pensait être le seul à avoir reçu son aide. Et tout à coup, il s'est avéré que chacun avait son histoire à raconter sur cet homme. Un tel avait cassé ses lunettes, il était désespéré, il n'y voyait plus rien. Et c'est Schindler qui lui en avait fourni une nouvelle paire. Une femme avait un enfant caché en Pologne, et de temps en temps, il lui apportait un message de la part de cet enfant. Une autre femme était à l'infirmerie, l'endroit où on soignait les malades. Il lui a demandé si elle voulait quelque chose. Elle voulait juste une pomme. Et il lui en a apporté une. Après une longue traversée du désert, Oskar Schindler enchaîne les fêtes et les célébrations en Israël. Ces visites deviennent un événement annuel. Je ne sais pas s'il cherchait la reconnaissance, mais il voulait être entouré. Il aimait les réceptions, les grandes réceptions. Il se sentait brillant. Il voulait que tout le monde soit autour de lui. Il voulait raconter ses histoires aux gens importants présents dans la salle, les répéter encore et encore. Bref, c'était Schindler. Il était comme ça, et il fallait l'accepter tel qu'il était. S'il n'avait pas été comme ça, il ne nous aurait pas sauvés. Aucun homme normal n'aurait fait ce qu'il a fait. Israël rend honneur à Oskar Schindler. En 1963, il est la troisième personne à recevoir le titre de juste parmi les nations. Son arbre est planté dans l'avenue des Justes. Pourtant, certains survivants doutent de ses motivations. Pour moi, ça reste un Allemand, un nazi. Vous n'allez pas me faire croire qu'il aimait les Juifs. À mes yeux, il représente le système nazi. C'est un type qui s'est fait de l'argent. Quand il n'est pas en Israël, soit 11 mois sur 12, Oskar Schindler vit dans la pauvreté, logeant dans un studio à Francfort en face de la gare. On lui propose un contrat pour un film. L'argent est dépensé, sans que le film ne soit tourné. Oskar Schindler n'a pour vivre qu'une petite retraite et les dons des survivants. Il boit énormément. À l'automne 1964, la télévision allemande le filme à l'extérieur de son appartement. Un journaliste lui demande pourquoi il est intervenu en faveur des Juifs de Cracovie. Die Verfolgung der jüdischen Menschen im Generalgouvernement im polnischen Raum haben hier in ihren Grausamkeiten eine allmähliche Steigerung genommen. Im Jahre 39 und dann 40 mit den Judenstern
Und die Einschließung und Zusammenpferchung der Menschen im Ghetto haben natürlich den Sadismus in der Reinkultur erst im Jahre 41 und 42 geoffenbart. Und ein denkender Mensch, der mit dem inneren Schweinehund siegreich fertig wurde, musste einfach helfen. Es war keine andere Möglichkeit. Oskar Schindler meurt le 9 octobre 1974. Son cœur et son foie ont fini par lâcher. Quand des amis m'ont appris qu'Oskar était mort, je me suis senti très triste. Il n'était pas si vieux, il avait 66 ans. J'ai été très affecté, comme si j'avais perdu un frère ou mon père. Des gens m'ont demandé d'aller à Francfort. Je leur ai dit, je vais y aller. C'est un honneur pour moi. Je l'ai sauvé de Brunlitz. Et maintenant, je serai honoré de le ramener en Israël pour célébrer ses funérailles. De le ramener chez lui, car il nous disait toujours « Israël, c'est mon pays ». 3 semaines plus tard, une cérémonie funéraire a lieu dans une église catholique du mont Sion, à Jérusalem. Des Juifs qui n'étaient jamais entrés dans un lieu de culte chrétien sont venus lui rendre un dernier hommage. Bien que personne ne puisse réellement dire qui était Oskar Schindler, ce jour-là, sa contribution à l'humanité est perceptible sur les visages de ces gens d'Europe centrale. Cet homme a offert à ses employés un présent inestimable. Grâce aux efforts de Schindler, notre famille a survécu. J'ai toujours mes parents. Ils ont dans les 80 ans et on est conscient que très peu de survivants forment encore une famille. Rares sont ceux qui ont encore leurs parents. Et tous mes amis survivants sont jaloux du fait que ma femme et moi ayons des parents et que mes enfants aient des grands-parents. J'étais le plus jeune, ou l'un des plus jeunes, parmi ceux qui doivent leur vie aux manigances de Schindler. Si je remets tout ça en perspective et que je reconsidère la question en tant qu'adulte, je ne peux que rendre hommage à cet homme. Peu importe ce qu'il a été ou les moyens qu'il a employés, ce qui compte, c'est qu'on soit en vie. Alors qu'Oskar Schindler s'apprêtait à quitter le camp lors du dernier jour de guerre en 1945, les Juifs de Brunlitz ont tenu à lui faire un cadeau. Un prisonnier avait sacrifié une dent en or et un autre en avait fait un anneau sur lequel ils ont inscrit une phrase issue du Talmud « Celui qui sauve une vie sauve le monde entier ».